Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'analyse. Alors c'est une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire à la base, mais on m'a envoyé cette vidéo sur Instagram, et quand je l'ai regardée, c'est vrai que j'ai trouvé plutôt intéressante parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites dedans et qui sont complètement fausses. Donc je vais vous expliquer les choses qui me posent problème, et à chaque fois je vais appuyer ça de littérature scientifique comme je fais d'habitude. De toute manière, j'ai déjà vu la vidéo, j'ai déjà noté les endroits où il y a des choses qui me posent problème. Comme ça va nous permettre d'aller assez vite. Donc on va commencer ici. Souvent, on va décommander, ne pas recommander, avec mon associé Fabrice, certains exercices, comme le squat, le soulevé de terre, le développé militaire. On va décommander l'haltérophilie aussi. Voilà, donc là en fait la vidéo elle commence, déjà on nous dit qu'il y a des choses qui sont pas recommandées de faire. Donc ça veut dire en musculation, il y a des mouvements qu'il faut pas faire, il y a même des sports qui seraient à éviter. Donc ça c'est quand même un peu dommage, je voulais juste commencer avec ça, mais moi là je vais vraiment me concentrer sur le sujet de la vidéo qui est vraiment le mal de dos. Alors je vais avancer encore un peu. Ce n'est pas de dire que ces exercices sont dangereux, évidemment. Voilà, ça c'est une des seules choses vraiment positives qu'il va dire dans la vidéo et qui est vrai pour le coup, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exercice dangereux. Même si lui, il en interdit et qui... Parce qu'à la fin de la vidéo, il dit vraiment qu'il y a des exercices interdits qui sont publiés, qui ont été publiés dans son livre. Voilà, c'est vraiment la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, plus ou moins dans cette vidéo. Ce sont des exercices qui ne sont que des exercices et donc qui peuvent être pour certaines personnes plutôt très bons et pour d'autres personnes vraiment mauvais. Maintenant, de notre expérience et de mon expérience, on a, et j'ai souvent vu, plein. Alors là, du coup, il justifie un petit peu ce qu'il dit en se basant sur son expérience personnelle. Je rappelle que l'expérience personnelle, elle est totalement biaisée. Donc, lui, en fait, c'est un coach sportif, notamment dans le domaine de la musculation. Il a vu plein de gens avoir des douleurs au dos en pratiquant la musculation. Et du coup, il a déterminé que certains mouvements seraient dangereux pour le dos. Si on prend quelqu'un qui entraîne des gens à la course à pied, on a aussi une grosse population, une grosse proportion de coureurs qui peut avoir des douleurs lombaires, et cette personne-là, si elle se base sur son expérience personnelle, elle va dire la même chose, elle va dire bah la course à pied, bah c'est peut-être pas bon pour le dos. Voilà, donc c'est pour ça que l'expérience personnelle, en fait, vu qu'elle est complètement biaisée, en fait, il faut s'en extraire et se diriger vers des sources où il y a moins de biais et qui est en fait la littérature scientifique. Personne, au fil des années, va se faire mal au dos et pratiquer abondamment le squat, faire un squat et dire ah, je me suis niqué le dos, faire un soulevé de terre, je me suis niqué le dos, un développé militaire, je me suis niqué une épaule. Donc on va revenir sur ça, soulever de terre, se blesser au dos, squat, se blesser au dos. En fait, il faut déjà savoir que, en fait, dans la population adulte, on va avoir entre 50 et 80%. En général, on entend souvent 80, mais là, je vous ai mis une fourchette plus large. On a entre 50 et 80% des adultes qui vont avoir mal au dos à un moment donné dans leur vie. Donc déjà, et ça indépendamment de la musculation. Donc forcément, en musculation, on va avoir des gens qui, ils auraient pratiqué la muscu ou pas, bah, ils auraient eu mal au dos. Si, alors on va ici, voilà, chaque année, c'est presque 40% des gens, c'est 39% des gens qui vont avoir mal au dos. Donc c'est très difficile de dire oh ben en fait c'est parce qu'il a fait tel sport ou telle chose, c'est pas possible. En fait, on voit bien que déjà les gens, même quand ils ne font pas de sport, ils ont mal au dos. Il aurait pas fait de sport, il aurait peut-être quand même eu mal au dos. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour rappel, voilà, la lombalgie, ça c'est tous les facteurs qui peuvent rentrer, qui rentrent en compte dans la lombalgie. Donc il y a différents groupes de facteurs, et en fait voilà, il y a tout ça, et c'est donc bien plus compliqué que juste faire du squat ou un mouvement qui peut expliquer la lombalgie. On va enchaîner. Forcément, ils sont en cause dans un processus, on va dire, de blessure. C'est assez facile à comprendre et je vais prendre dans cette vidéo vraiment l'exemple du mal de dos, qui est le mal du siècle, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, il nous dit qu'il va nous expliquer le mal de dos. Alors ça, c'est une phrase aussi, j'ai un peu du mal avec ça, parce qu'en fait, pour moi, pour expliquer le mal de dos comme ça, en fait, c'est soit on est très ignorant sur le sujet, ou alors soit on est très prétentieux. Mais c'est pas
en fait, c'est tellement complexe qu'on peut pas expliquer les choses aussi simplement que ça, sans faire de gros raccourcis et en fait d'orienter les gens dans l'erreur. Et normalement, en moyenne, à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Et il y a ce qu'on appelle la gravité. Ça veut dire que, et ça tout le monde le sait, vous le savez aussi, vos parents le savent, tout le monde le sait, au fur et à mesure qu'on vieillit, donc après 25 ans en moyenne, eh ben on perd des centimètres. Bon, C'est-à-dire tout le monde le sait et tout ça, c'est un peu un argument fallacieux, hein, c'est un peu un appel à la popularité, ouais, c'est pas un argument, hein. l'espace entre nos vertèbres diminue. C'est l'effet de la gravité. Euh, donc il est d'autant plus important quand on passe du temps assis dans une mauvaise position, ce qui accentue les pressions. Alors là, il y a plein de choses qui ont été dites, on va essayer de revenir sur les choses une par une. Alors, si on prend en fait, donc en fait, il nous explique que ce qui provoque le mal de dos, c'est la gravité. Ça tasse les disques, et plus les disques ils sont tassés, plus on va avoir mal au dos. Bah ça, en fait, c'est faux. Soit, en fait, on prend... alors ça, c'est une étude où en fait on a la prévalence du mal de dos. Donc là, c'est normalement dans les années 90, là c'est dans les années 2017, et on voit que effectivement la prévalence du mal de dos, elle augmente au fur et à mesure de l'âge, et après elle diminue. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là on se tasse, et puis là on se tasse moins. Ça n'a pas de sens. Mais là en fait on voit quand même qu'on a une augmentation de la prévalence. Mais la prévalence en fait ça... C'est pas le nombre d'apparitions de nouveaux cas. Si en fait on se base sur l'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas d'une pathologie, ben en fait l'incidence la plus élevée, voilà, elle est entre ici, donc 25 ans on va dire, et ici, 44 ans. Donc entre 25 et 44 ans, c'est là où on a le plus de nouveaux cas de mal de dos. Et en fait, on voit bien que ça ne suit pas forcément juste le tassement du disque, hein. Le disque, de toute manière, il va se tasser tout au long de la vie. Et en fait, normalement, on devrait avoir une courbe qui descend ici jusqu'à aller en bas. Là, on voit que ça monte ici, ça redescend, puis ça remonte ici. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs. Le mal de dos, c'est plutôt quelque chose qui touche les jeunes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ensuite, il y a une phrase où il parle de la mauvaise position assise. Pareil, ça en fait, alors il faut juste que je retrouve l'étude. Voilà, cette étude-là, qui en gros explique tout simplement que il n'y a pas de bonne posture ou de mauvaise posture en position assise. Voilà. Donc dire que on est mal assis ou qu'on a une mauvaise posture, c'est des choses qui... Alors non, je pensais que c'était dépassé un petit peu toutes ces histoires de posture, mais a priori non. Donc je vous invite à lire cet article si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Voilà, on perd progressivement des centimètres. Et donc, pour le mal de dos, c'est assez facile de comprendre que si on se rajoute du poids sur le dos, si on fait l'exercice avec le buste penché en avant, ou on rajoute de la pression sur le dos, et on va accentuer cette perte d'espace entre les vertèbres, qu'on appelle les disques intervertébraux. Ils vont progressivement se tasser, se tasser, se tasser, et ils vont aller, à un moment, ils vont sortir, pour certains. Donc en fait, là, pareil, hein, le fait de tasser tout ça, il se base vraiment, lui, que sur les facteurs qui sont ici, et en fait, les problèmes du disque, c'est ce cercle-là. Alors, dans les atteintes tissulaires, le disque, il a un rôle important, ok? Dans le risque de provoquer, comme étant un facteur de douleur. Mais en fait, de toute manière, il y a pas que ça. Voilà. Et en fait, on peut pas uniquement parler du disque qui se tasse pour expliquer les douleurs. Voilà, c'est vraiment ce cercle-là dans une multitude de facteurs. Et en fait, lui, il se base uniquement sur des facteurs tissulaires. Voilà. Donc, il oublie complètement les facteurs psychologiques, les facteurs contextuels, les facteurs sociaux, tout ça. Lui, il met de côté et il en prend un qui l'arrange pour raconter son histoire sur la lombalgie et il le met tout en haut. Plein de personnes qui ont des hernies discales qui ne le savent pas, mais voilà, c'est quand le noyau, on va dire, du disque intervertébral sort. Donc, si on a du bol, il sort sans générer de douleur. Si on n'a pas de bol, il génère. Si on a du bol, il y a quand même énormément de gens qui ont des hernies discales ou des problèmes de disque, on va dire, des anomalies du disque à l'IRM et qui sont asymptomatiques. On sait que c'est un facteur de risque, donc le fait d'avoir des problèmes de disque à l'IRM, plus on a des signes, plus on peut. C'est un facteur de risque d'avoir des douleurs, mais ça veut pas dire que vous avez une lésion du disque que vous allez avoir de la douleur, hein. C'est pas lésion du disque n'est pas égale à douleur.
Sinon, on n'en retrouverait pas dans la population asymptomatique. Alors que la population asymptomatique, on prend quelqu'un dans la rue qui a pas mal au dos, quasiment sûr et certain, il va avoir des lésions, enfin des anomalies, on va dire, au niveau du disque. Je voulais juste dire une chose, parce que je voulais quand même mettre du positif pour contrebalancer tout le nocebo qui dit, alors il faut juste que je retrouve pareil l'étude. Alors hop, c'est celle-là, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans quasiment 50% des cas, un mal de dos, quand il arrive, en 5 jours, il va disparaître. Et donc ça, c'est quand même très important à savoir parce que c'est quelque chose déjà de positif, et il faut aussi faire attention à certains professionnels de santé ou non qui clameraient des résultats sur votre lombalgie, alors qu'en fait c'est juste la nature qui a fait les choses. Admettons, vous avez mal au dos depuis 2 jours, vous allez voir l'ostéopathe, 2 jours après vous avez plus mal, vous allez mettre ça sur le compte de l'ostéo ou du kiné ou de peu importe qui vous êtes allé voir, et vous allez dire bah, il est vraiment super bon et tout, ça va beaucoup mieux. Mais ça se trouve en fait c'était juste l'évolution naturelle de la maladie. Donc, je dis pas non plus que les kinés servent à rien, de toute manière, si vous avez un mal de dos qui persiste ou qui est incapacitant, allez consulter, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la plupart des cas, euh, il va passer seul. douleur, allant au départ juste d'une douleur dans le dos, pour certains une sciatique, pour certains une paralysie, pour d'autres des opérations, ça débouche sur des opérations Ouais, du coup là d'urgence. c'est tout un discours nocebo qui va vers l'opération. Je rappelle que l'opération c'est le dernier recours après une rééducation bien menée. Ok, si vous avez fait pour votre lombalgie juste massage électrode, c'est pas une rééducation bien menée, donc il faut faire un bilan et en fonction du bilan déjà on a des facteurs de gravité ou non. Si c'est pas grave, on entame s'il n'y a pas de gravité, on entame la rééducation et ensuite on voit comment ça se passe. Et même avant d'arriver à l'opération, il y a plein d'autres choses avant. Donc pareil, là on est encore dans un discours nocebo, hein. Il y a très peu de personnes qui sont concernées par la chirurgie pour des douleurs lombaires. On se rend pas compte, mais quand on se blesse, ça peut ne pas être la rigolade, surtout au niveau du dos. Euh, Malgré tout, il y a plein de personnes, du moins on voit plein de champions, notamment. Je vais avancer un petit peu. Et je voulais juste dire aussi une chose, c'est que en fait, les attentes par rapport à une thérapie ou un exercice ou peu importe, ça conditionne les résultats. Donc en fait, si on... Alors j'avais fait une vidéo sur l'effet nocebo, la communication et tout ça, et en fait on sait que des attentes négatives par rapport à un événement qui va arriver, ça peut augmenter la douleur et ça peut même contrer les effets d'antalgiques tels que le rémifentanil, qui est 25 fois plus puissant que la morphine. Donc, si vous pensez que quelque chose va vous faire mal, on aura beau, en gros, vous donner des opioïdes 25 fois plus puissants, enfin des antidouleurs 25 fois plus puissants que la morphine, vous allez quand même pouvoir vous allez quand même pouvoir déclencher de la douleur. Donc, si on applique ça dans la musculation, si je vous dis tous les jours, tu fais du squat, t'es en train de te tasser les disques, tu fais du soulevé de terre, tu vas ruiner ta colonne vertébrale. Là, en fait, je suis en train de créer des attentes négatives par rapport à cet exercice-là, et j'augmente grandement votre risque d'avoir des douleurs. Ok? Tout simplement. Donc le discours qu'il a, en fait, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce qu'en fait, je pense pas qu'il s'en rende compte, mais en fait, c'est dangereux. Voilà. Les personnes qui vont l'écouter, ils vont se dire ah j'ai mal au dos, j'ai tassé mes disques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah machin, peut-être qu'il va même arrêter la musculation ou certains mouvements qu'il faisait parce que ça fait mal. Et pareil, en musculation, on aime bien dire un mouvement qui fait mal, faut l'arrêter parce qu'on est en train d'améliorer quelque chose. Ça, pareil, c'est faux. Ok? Ça, au bout d'un moment, vous allez mettre en place des mécanismes de peur-évitement. Vous allez éviter un mouvement, vous n'allez jamais le refaire. Et en fait, c'est ce qu'on sait aussi, c'est que, alors, je ferai une vidéo peut-être sur les neurosciences de la douleur. Là, j'ai pas mis toutes les études, donc là, je vais pas vous montrer de référence. Si vous les voulez, au pire, vous venez soit dans les commentaires, soit sur Instagram avec, je vous mets mon pseudo en description. Mais en gros, voilà ce qu'on sait dans les neurosciences de la douleur. Et donc, admettons que pendant un moment, admettons, vous faites mal, voilà, vous faites mal au coude, et que quand vous faites du développé couché, bah, à chaque fois que vous faites du développé couché, ça déclenche une douleur au coude. Et ben en fait, il y a des régions dans votre cerveau qui vont s'allumer, donc le mouvement du coude et la douleur, et en fait, si elles s'allument
souvent en même temps, au bout d'un moment, elles vont être connectées. Ça veut dire que dès que vous allez, à un moment donné, même quand il n'y aura plus raison d'avoir mal au coude parce que c'est passé, il n'y a plus rien, bah quand vous allez refaire ce mouvement-là, ça va vous faire mal au coude. Il faudra désynchroniser justement cet allumage douleur-mouvement. Et ça passe par quoi? Bah ça passe par essayer de refaire le mouvement déjà sans douleur, par exemple, donc trouver des alternatives pour le faire sans douleur. Et donc dans le cas où on a ça. Mais en fait, quand on a un mouvement qui est douloureux, le mettre de côté, c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Et en musculation, c'est souvent ce qu'on fait. Ça va pas aller. D'autre part, ça va mettre en relation donc avec la morphoanatomie. J'en parle souvent. J'ai consacré 2 tomes de la méthode superphysique. Donc le tome Et donc là, en fait, il va parler de la morpho-anatomie. Donc juste, je vais revenir ici. Donc là, on a des facteurs biomécaniques. Là, on a les facteurs tissulaires. Donc dans les facteurs biomécaniques, on pourrait mettre ici du coup la morpho-anatomie, mais en fait la morpho-anatomie ça serait peut-être... alors plus le rond il est gros, plus il est important hein, dans les douleurs. Donc voilà, enfin ça serait... Alors là du coup c'est pas super net, mais en gros voilà, ça serait un cercle en fait, hein, parmi tout ça. Donc on peut pas prendre un, un facteur parce qu'il nous plaît bien ou parce qu'on en fait, on aime parler de morpho-anatomie et le mettre dans la lombalgie. Parce qu'après, c'est pareil, si quelqu'un il veut parler d'autre chose, bah, on prend un petit cercle, on dit et on le met en gros facteur. Non, ça marche pas comme ça. Il y a. Il y a un ordre à respecter, puis de toute façon, il y a tellement de facteurs que ça va être compliqué de tous les évaluer et de dire, ah, voilà, c'est celui-là le plus important. Donc la morphoanatomie, pourquoi pas, mais ça reste une toute petite chose. Et d'ailleurs, quand on va dans les études, alors attendez, hop, ici, sur les facteurs pronostiques de douleurs chroniques au niveau du dos, ici, on n'a pas la morphoanatomie. Quand on va ici, donc ça c'est une étude parapluie, hop, quand on va dans la conclusion, qui est... Ah oui. Bon, je ne l'ai pas surligné, du coup... Dans la conclusion ici, bah pareil, on n'a pas la morpho-anatomie. Hein. Et puis le stress psychologique, en fait, ça par contre, ça revient à chaque fois. Hein. Donc il était dans l'étude précédente. Donc là, les comportements maladaptatifs. Ok. Donc ça peut être aussi. On peut mettre peut-être la peur évitement dans ces choses-là. Juste faire un lien. Des fois, on parle de kinésiophobie. Moi, je veux vraiment parler de peur évitement. Donc c'est-à-dire, on a peur de faire un mouvement et du coup, on l'évite. Hein. Kinésiophobie, c'est différent. Il y a le mot phobie dedans. Donc ça va être une peur irrationnelle qui va être excessive et qui va engendrer un handicap dans la vie de tous les jours. Voilà. Éviter un mouvement, c'est pas forcément excessif. Hein. Quand on a peur d'avoir mal, c'est pas un comportement, c'est pas une peur excessive, c'est normal entre guillemets. Mais il faut avoir l'éducation, donc d'où l'importance de consulter un bon thérapeute qui va vous dire non ben voilà, qui va vous assurer, vous rassurer sur le sujet, voilà, pour éviter justement ça. Et on a voilà, donc les facteurs psychologiques et là ils mettent psychosociaux. Voilà. Après, on peut différencier l'un et l'autre, on peut mettre vraiment la psychologie d'un côté, les facteurs sociaux de l'autre, comme c'est fait justement ici il me semble. Hein. Là on a donc les sociaux c'est ceux-là, et les psychologiques c'est les bleus ici. Voilà. et 2 à l'analyse morphoanatomique pour vous apprendre à vous analyser. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être une grande première pour vous, mais je me sers des 3 tomes de la méthode superphysique comme support pour former les futurs coachs. Donc pour ceux Donc là on va passer, on va avancer un petit peu, parce que je pense que la vidéo va être quand même assez longue. Hop. de base, une capacité de mouvement. Quand on est enfant, quand on est un bébé, on voit bien que les bébés ils sont hyper mobiles, ils sont surtout souples. Pareil. Prendre l'exemple des bébés, faut un petit peu arrêter. Un être humain adulte et un bébé, ça n'a rien à voir. C'est bien beau de dire qu'un bébé c'est souple et c'est bien. Je rappelle quand même qu'un bébé ça passe 9 mois en flexion drachis. En exagérant un petit peu, on peut pas comparer un bébé et dire c'est souple, c'est bien, et comparer ça à un adulte, ça n'a aucun sens. C'est un argument fallacieux, une généralisation abusive en fait. On voit que si on les pousse dans un coin, tout bouge, tout bouge, tout bouge, tout est bien. Et au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que comme on est assis, ou on est immobile, on est en manque de mouvement, et ben on commence à pas se rigidifier, mais à perdre cette capacité à bouger.
Donc en fait, voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, il dit que si on est sédentaire et qu'on est tout le temps assis, on va perdre notre capacité de mouvement. Mais en fait, c'est vrai. Si on bouge pas et qu'on n'utilise pas nos articulations, on va perdre notre capacité de mouvement. Mais il y a deux choses. Déjà, la première, c'est que on peut la regagner, cette capacité de mouvement. Et on a l'impression que quand il parle, il oublie ça. Et un des moyens de la regagner, eh ben, c'est de pratiquer la musculation qui va nous amener dans justement des amplitudes. Si vous passez votre temps assis, vous avez très peu d'amplitude, vous allez à la salle de musculation et vous travaillez dans le peu d'amplitude que vous avez, en fait ça n'a aucun sens. Vous allez juste vous renforcer sur des petites amplitudes. Donc alors c'est simple, il y a la musculation, comme je dis, en chargeant de manière progressive les amplitudes. Et après, si vraiment il y a un déficit d'amplitude, on peut travailler spécifiquement la mobilité. Si vous voulez faire un exercice, effectivement, vous pouvez lever les bras que jusqu'à là, faire de la mobilité rachis thoracique et articulation glénomérale pour débloquer assez rapidement ça et pouvoir charger ici, et ben ça peut être intéressant. Donc on peut perdre la capacité de mouvement, mais on peut aussi la regagner. Je me souviens dans Big Au-delà du possible, qui était un super livre à lire, mais bon, les conseils dedans étaient un peu spéciaux. Mais s'il y a quelque chose à retenir de ce livre-là, c'est un livre rouge. Il disait le corps devient sa fonction. Dans le sens où, si, quand vous êtes. Bon, je vais passer un peu parce que là c'est moins intéressant. On va avancer, hop. Bon alors là on arrive à peine à la moitié de la vidéo, mais de toute façon je vais pas aller... après je vais sauter quand même pas mal de passages parce qu'il y a des moments où ils se répètent et c'est moins intéressant pour nous. Vous allez perdre. Vous allez les perdre si vous ne les entretenez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont mal au dos, même qui ne font pas de musculation, parce qu'il y a cet effet de la gravité, il y a l'effet de la morphoanatomie, et d'autre part, ils n'ont pas, on va dire, la mobilité, d'une part la souplesse suffisante. Donc là en fait il parle de trois facteurs pour le mal de dos. En plus c'est intéressant, il prend des gens qui font pas de musculation, donc, donc en gros de la population générale, et il dit c'est la gravité, la morphoanatomie, la mobilité. En fait, bah, c'est marrant, mais en fait, les trois qu'il cite, on les retrouve jamais dans la littérature scientifique. Donc en fait, il en prend trois en fait, qui correspondent à l'histoire qui se raconte de la lombalgie, et en fait, qui représentent quasiment... en fait, qui peuvent avoir un impact, mais en fait, qui est tellement faible que pourquoi se concentrer sur cela, à part en fait juste confirmer ses biais. Lui, c'est la morphoanatomie et vos disques qui sont en train de s'écraser, et bah lui, en fait, il prend les facteurs qui... Voilà, mais en fait, vous allez les retrouver dans quasiment aucune littérature, hein. Là, et quand vous allez les retrouver, ça sera très faible. On peut par exemple se concentrer sur le stress, effectivement, et comme je vous dis, dire qu'un mouvement c'est mauvais et vous répétez à tout le monde à chaque fois le squat ça va vous blesser, bah ça fait mal aux gens en fait. Et c'est un facteur quoi, hyper important, les attentes. Voilà. Capacité à se laisser étirer, à s'asseoir en position squat en bas sans contraction, et d'autre part à y aller en activant les bons muscles. Ils n'ont plus cette capacité, et je ne vais pas vous dire que tout le monde peut l'avoir ou tout le monde l'a, mais ils n'ont pas. Ce qui se passe alors, c'est que quand on fait un squat, si on est là... Bon là on va avancer un petit peu. On accentue encore les pressions. Quand on fait ça, on tend les ischios. Alors je on remonte voit un tout que petit si on peu. passe le bassin folichon, mais je vais y revenir, donc elles vont trop cambrer le dos. Donc vraiment, elles vont cambrer le dos à fond. Donc là, déjà, on accentue encore les pressions. Quand on fait ça, Alors, on tend les ischios. c'est vrai qu'il dit à un moment, en fait, il explique que quand on fait de l'extension, on augmente les pressions. Et c'est vrai que je vous ai pas mis l'étude, mais vous irez voir la vidéo que j'ai fait sur le dos rond. Et en fait, quand on fait de l'extension, on diminue la pression dans le disque. Donc voilà, pareil. Il explique un petit peu ce qu'il veut. Alors, effectivement, au niveau peut-être articulaire, on augmente la pression, mais depuis le début, il nous parle du disque. Et là, pour le coup, dans le disque, ça diminue la pression, l'extension. Donc, faut savoir un petit peu ce dont on parle. Si on passe le bassin en arrière pour cambrer, eh ben, ça va étirer les ischios. Ce qui fait que quand je vais vouloir descendre, mon amplitude va être limitée, et si je descends vraiment à fond, eh ben, mon bassin va faire une introversion. Il va passer à l'inverse, il va s'enrouler, c'est ce qu'on voit des fois quand on squatte, et souvent bah, c'est dû à ça. C'est pas dû qu'à ça, mais c'est dû en partie à ça. Alors il dit c'est pas dû qu'à ça, mais c'est dû en partie à ça. Heureusement qu'il dit c'est pas dû qu'à ça. En tout cas, c'est vraiment pas dû à ça. Les ischios, c'est pas eux qui sont responsables de la rétroversion en fin de mouvement du bassin. Les ischios, ils s'attachent au niveau du bassin, ils s'attachent au niveau, ils passent l'articulation du genou.
Donc la plupart, ils sont biarticulaires à part un faisceau. Mais en gros, vu qu'ils font de la flexion de genou, quand on descend en faisant de la flexion de hanche, on fait aussi de la flexion de genou. Donc ils sont pas en position super étirée. Et d'ailleurs, là, bah, je vais vous mettre un article ici. Alors c'est pas un article scientifique, c'est sur le site Physio Network, où en gros, bah, c'est un site pour les kinés, et ils font des articles hyper intéressants. Et là, en fait, ils nous expliquent que la rétroversion du bassin, ça n'a rien à voir avec les ischio-jambiers. Voilà. Donc, lui, il nous parle des ischio-jambiers dans le risque de faire une rétroversion. Déjà, d'un, est-ce que il y a un risque? Et de deux, bah, en fait, pas vraiment. Et de deux, c'est pas les ischio-jambiers, hein. Ça serait plutôt la forme de l'acétabulum et de l'articulation de la hanche, on va dire. Des choses qui vont être. Alors, on peut toujours travailler la mobilité, peut-être pour limiter, et après, c'est toujours pareil, pourquoi on veut limiter ça, mais on peut toujours travailler la mobilité de la hanche, mais il y a des facteurs qu'on pourra pas changer, hein. La forme de la tête fémorale, du col fémoral, de l'acétabulum, ça on pourra pas le changer. Et je voulais juste. Voilà, et en plus, on va aller ici. Donc en gros, couper ça. Là, on a une étude sur le fait de faire de la flexion lombaire ou pas, et en fait, bah, la conclusion. Donc en fait, elle nous explique que bah, soulever avec le rachis lombaire en flexion, c'est pas forcément un facteur de risque de lombalgie. Et d'ailleurs, si vous allez voir des posts que j'ai fait récemment sur Instagram aussi, c'est intéressant. On voit qu'en fait, on voit quand les gens ont sur quel mouvement en fait ils ont eu des hernies discales, et en fait c'est très rare ceux qui disent que c'est sur le fait d'avoir soulevé un objet lourd. Moi c'était juste pour la petite info en plus. Mais du coup voilà, si on revient à la vidéo, ce qu'il vient de dire, les ischio-jambiers ne sont pas responsables de la rétroversion du bassin en fin d'amplitude, hein. Parce qu'en fait là ils sont carrément raccourcis, donc ils peuvent être en tension ici, mais ils vont être raccourcis ici, donc ils sont pas en tension complète. Voilà. Et donc je vous invite à lire cet article qui vous expliquera plus en détail ce qui se passe. C'est qu'on a mis ces issues en tension et donc ça va pas. Donc on a déjà un manque de contrôle ici, un manque de contrôle du bas du dos. On a ensuite. Voilà, on va avancer un petit peu parce que la vidéo elle va commencer à être vraiment très longue. Assouplir. Deux, essayer de lutter contre le désagrément de l'exercice, c'est-à-dire par exemple faire des décompressions, des décoaptations des hanches et du bas du dos. Donc en gros, pour lutter contre les mauvais effets du squat et des choses comme ça, donc s'assouplir d'une part. Après, c'est pareil, on pourrait dire s'assouplir, c'est bien être plus souple, mais après c'est pareil, il faut toujours se renforcer dans les amplitudes nouvelles, et après faire de la décoaptation au niveau de la hanche et du dos. Là après il l'affirme, pour le coup il l'affirme. Après, on peut appliquer aussi tout ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Bon, moi j'essaie quand même d'apporter des preuves pour que ce soit intéressant, mais voilà, là il nous dit ça. Et il nous dirait autre chose, vu qu'il n'y a pas de preuves, bon, c'est quand même compliqué de le croire. Là, j'en profite. Bon, j'ai déjà fini le tournage, mais je vais essayer de rajouter ça et de faire en sorte que ça colle dans la vidéo. Mais je vous rappelle que les décompressions, lui, il met ça vraiment au-dessus. Je rappelle que les astronautes, ils ont un risque de hernie discale plus important que les autres, hein. Donc, voilà, c'est pas la pesanteur, ça va vous éclater les disques, et le fait qu'il n'y en ait pas, ça va les sauver. La pesanteur, c'est aussi bon pour les disques, justement. On va avancer un petit peu. Ici, je crois que j'ai noté quelque chose d'intéressant. À la salle, lundi dernier, c'est ça, Romain, si tu regardes cette vidéo, il est passé et justement on a regardé ensemble forcément un bilan ou voir des limitations. Ouais, voilà, là, c'est quelque chose qui me gêne, et en gros, il fait des bilans avec des gens. Quand je vois les examens cliniques, par exemple, qu'il proposait dans la vidéo sur le long biceps, ça me posait problème. Là, quand je vois ce qu'il peut raconter aux gens, quand il dit t'as le dos cassé, arrête le squat, arrête machin, là, ça c'est très mauvais. Voilà. Donc, je vous invite, quand vous avez des douleurs, à aller voir un bon thérapeute. De toute manière, il y a des thérapeutes aussi chez les kinés qui font n'importe quoi. J'ai déjà posté des références qui expliquent aussi que les patients qui ont des croyances de corps fragile, et ben en fait 89% d'entre eux, on a des chiffres là-dessus, c'était à cause de professionnels de santé. Je sais très bien qu'il y a des problèmes chez les professionnels de santé, mais il y a aussi des problèmes ailleurs. Voilà. Et là, on en voit un. On va avancer un petit peu. Là, je crois que il nous reste plus grand-chose, hein.
Après, j'avoue, au bout d'un moment, c'était un peu long, hein. Compresse, et ben ça vous compresse, et ça se répartit pas sur vos muscles, et ça finit par faire une hernie. C'est pour ça que plein de personnes ont des hernies, parce qu'ils n'ont Ah pas oui. cette capacité de mouvement. C'est Et pour donc ça. là, oui, voilà, ça là, il nous explique les hernies, c'est le manque de capacité de mouvement, c'est parce qu'on fait compresser tout ça. Pareil, en fait, on va regarder un petit peu la littérature, il faut juste que je retrouve l'étude. Voilà, ça, l'étude des jumeaux, donc en gros, ils ont pris des jumeaux, un qui avait une activité physique, enfin un métier physique, l'autre avait un métier plutôt sédentaire, et ils ont comparé le rachis de l'un et de l'autre, et ils ont regardé en fait les hernies, tout ça. En fait, bah, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, et du coup, bah, ils ont essayé de voir quels étaient les facteurs à prendre en compte dans le risque de hernie discale. Ils en sont arrivés à ça, et si on s'intéresse du coup sur le rachis lombaire inférieur, bah, au final, c'est quoi le premier facteur bah, le premier facteur, déjà, il y a pas mal de facteurs qui sont inexpliqués. Ensuite, on a les antécédents, en fait, la génétique, en fait. Il y a la génétique, il y a l'âge, et en dernier, il y a la charge mécanique. Donc on peut, pareil, on peut pas raconter toujours n'importe quoi aux gens, on a des données, on peut les utiliser. Il faut les utiliser d'ailleurs pour éviter de dire des bêtises. Et donc en gros, c'est la génétique, le risque premier, c'est pas votre manque de capacité de mouvement ou votre position assise ou quoi. Il y a l'âge et il y a la charge mécanique. Voilà. Que faire du soulevé de terre dos rond, entre guillemets, avoir une légère flexion, on va dire lombaire, de ce que je vois récemment, c'est pas hyper grave, même s'il mieux vaut avoir le dos neutre, hein, on est d'accord là-dessus. C'est Euh, pareil, mieux vaut avoir le dos neutre. Bon, je vais pas refaire ma vidéo sur le dos, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir le dos neutre? À partir du moment où il y a une charge, on n'a plus le dos neutre. Donc ça n'a aucun sens de dire mieux vaut avoir le dos neutre. Ouais. Si on veut être juste dans ce qu'on dit, c'est mieux vaut peut-être, vu ce qu'il pense, je pense qu'il aurait dû mieux dire, il aurait mieux valu qu'ils disent, faut essayer d'avoir le dos neutre. Mais de toute manière, on soulève dos rond à partir du moment où il y a une charge. C'est juste après la définition que vous mettez derrière dos rond. Est-ce que dos rond c'est flexion lombaire ou est-ce que dos rond c'est le dos en flexion lombaire maximum? Voilà. Et là je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur le sujet. Et on va avancer, on va faire le dernier. Et je crois que c'est plus en rapport avec le dos, mais c'est juste pour comme ça on fera une conclusion. fait mal, et bien quelque chose fait mal. Et donc, la logique veut qu'on ne s'acharne pas dessus, ça nous fait du mal. Voilà, là, c'est ce qu'il dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on a une douleur, faut pas forcément complètement arrêter. Voilà. C'est de se faire du bien. Et en ce sens, bah, c'est pareil pour les dips. Ça, c'est plein de trucs que je montre, voilà, vous avez fait, que je vous partage. C'est que si vous n'êtes pas capable, à vide, d'être ici, si en fait vous êtes bloqué par exemple ici, je sais pas si on voit, vous êtes bloqué ici, voilà, votre bras est là, et si vous faites des dips en descendant jusqu'à la parallèle, voire en dessous, vous êtes en train de vous arracher quelque chose. Non, vous êtes en train de rien arracher du tout. On peut s'arracher effectivement, mais faut pas dire qu'à chaque fois qu'on sent un étirement, on s'arrache quelque chose. Quand on s'étire le bras ou quoi, ou les ischios, en général, quand on passe du temps, ça fait mal. On est dans une amplitude en général qu'on n'a pas parce qu'on va gagner un petit peu à chaque fois. Ça veut pas dire qu'on est en train de s'abîmer les ischios. Voilà. Il y a vraiment cette décorrélation qu'il faut comprendre entre la lésion et la douleur. Alors sur une lésion aiguë, effectivement, il peut y avoir de la douleur. Après, ça dépendra toujours du contexte. Si, par exemple, vous explosez les ligaments latéraux de la cheville, mais que vous êtes poursuivi par un chien qui veut vous manger, vous n'allez pas avoir mal. Donc il y a toujours un contexte. Mais douleur n'est pas égale à lésion en cours. Voilà. Vous arrachez quelque chose. Parce que vous n'avez pas cette capacité de mouvement. Alors évidemment, Voilà, donc on va s'arrêter là pour la vidéo. Pour faire un rappel, voilà, il se concentre sur des facteurs mécaniques qui lui correspondent. Il y a pas mal de choses qui sont fausses. J'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté une autre vision du mal de dos. Je vais juste regarder, j'ai bien utilisé toutes les références que j'avais mis de côté, mais il me semble que oui. Ok, voilà. Si vous avez des questions, bah, en commentaire ou sur mon Instagram, et on se dit à bientôt. Salut!